s'appelait Elie Valentin Gnassia. Il avait 22 ans et la vie devant lui. Originaire de Montpellier, ce Khayal Baudet de l'unité des parachutistes Tzantranim avait décidé de venir vivre en Israël et surtout de servir son pays de cœur, Israël. Malheureusement, le 7 octobre, Elie Valentin, parce qu'il tenait à ce qu'on l'appelle Elie, a été tué par le Hamas après avoir sauvé de nombreuses vies. Mais sa mémoire continue de vivre à travers différentes actions menées en France et en Israël, et notamment la création d'un Sefer Torah. Et pour lui rendre hommage ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir en direct en studio sa maman Geneviève Molina. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Geneviève d'être avec nous ce matin sur Radio J, d'avoir accepté notre invitation. Surtout, je sais que ça peut ne pas être évident de parler. 11 mois de guerre après, 11 mois que Valentin est parti, tout comme plus de 700 soldats en Israël depuis le 7 octobre. Alors avant de parler de ce qui s'est passé ce jour tragique du 7 octobre, moi je voulais qu'on connaisse un petit peu mieux Elie Valentin, justement savoir qui il était, puisque c'est vrai que souvent on voit les photos, on voit voilà les vidéos, on dit les noms, mais on ne connaît pas véritablement qui était derrière tous ces jeunes, puisqu'ils sont quand même très jeunes, hein, les soldats israéliens qui se sont sacrifiés pour l'État d'Israël. Alors Valentin, vous l'avez décrit dans différents médias comme un soleil. Alors quel fils, quel enfant était Valentin? Enfant petit, c'était une pile électrique. Turbulent, difficile, pénible à l'école, mais toujours avec le sourire. En grandissant, il est devenu un petit peu indépendant, mais il s'est créé tout seul. Il a mûri tout seul, il a créé... Et il poussait toujours tout le monde, y compris moi, bizarrement, en tant que maman. Il poussait sa sœur, il l'a poussée à réussir son concours, elle l'a réussi, en pleine Shiva. Il me poussait moi pour que je sois heureuse. Lève la tête, maman, le mental. Il poussait les soldats, il les a poussés jusqu'au bout le 7 octobre. Il poussait tout le monde. Et il poussait vers le positif. Ouais, il poussait vers le haut. Il n'avait jamais une idée négative envers les autres, même si quelquefois, avec certaines équipes, ça passait moins. Mais non, il les poussait. Et puis il se poussait lui-même. Il se poussait lui-même. Il se poussait lui-même, et justement, c'est à 19 ans, hein, je crois que Valentin décide de faire son alia avec ce fameux voyage Taglit, qui pousse justement les jeunes juifs français à découvrir Israël. Alors vous n'êtes pas d'une famille forcément pratiquante, vous êtes plutôt traditionnelle, mais pour lui, venir en Israël, c'est une révélation. Alors lui, déjà, à 4 ans, il tirait à l'arc dans sa chambre, mais il avait mis le drapeau israélien. Ah oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, tout était libre chez moi dès l'instant où il y avait amour et bienveillance. Il n'y avait aucun problème. C'est vrai qu'on était traditionnalistes, c'est vrai qu'on ne parlait pas automatiquement d'Israël toute la journée. C'est vrai qu'on ne réalisait pas ce qu'était le peuple d'Israël. Mais lui, il a réalisé très vite. Et quand il est revenu de ce voyage avec le Rav Fison, qui d'ailleurs s'est excusé la première fois où je l'ai revu, je m'excuse. J'ai dit, mais vous excusez de quoi? Il a vécu les 2 meilleures années de sa vie. Même si aujourd'hui, je le dis avec force, mais même si dans mon cœur, c'est pas ça, mais... Et il est revenu, il m'a dit, maman, je m'appelle plus Valentin parce qu'il m'appelle, là-bas, il m'appelle Valentine. C'était impossible pour lui. Ouais. Et il a écrit au Rav Fison en hébreu. Et il lui a dit, je m'appelle Elie et j'arrive en Israël. Et donc il s'appelle Elie Valentin, effectivement. Alors vous dites ok pour l'ALIA, moi je suis d'accord, mais les études d'abord. Il fallait qu'il finisse sa licence, parce qu'il avait un grand poil dans la main. Et il arrivait à passer ses années grâce à des concours de plaidoirie où il était le meilleur de tous. Élève en droit du coup. Oui, élève en droit. Élève en droit. Donc il est parti en rattrapage. Moi je me suis dit, il l'a pas eu parce que je l'ai pas vu beaucoup travailler, mais il a eu sa licence de droit. Ouais. Et il était très éloquent. On dit qu'il est arrivé en finale du concours de plaidoirie, ce qui n'arrive presque jamais pour un étudiant de première année. Hein. C'est ça. C'était la preuve. Il est passé dans tous les journaux. Il était contre des 5, 6... Et il est passé, d'ailleurs, il a eu son année grâce à ça, puisqu'il avait une petite moyenne et ils lui ont donné grâce à ce concours de plaidoirie. Effectivement, donc, du droit pour justement faire justice aussi. On va voir plus tard que la justice, eh bien, il l'a dans son cœur. Voilà, il l'a fait avec son cœur aussi. Alors, son alia, il décide de la faire et il monte son dossier tout seul. Donc, vous le dites, c'est un épanouissement immédiat. Ah oui, il voulait vraiment être indépendant. Il voulait se prouver quelque chose à lui-même. Il s'écrivait même à lui-même. J'ai retrouvé des petits papiers où il disait, maman, Valentin, t'es intelligent maintenant, tu fais plus bon, je vais pas dire des noms d'oiseaux, mais voilà, il s'écrivait à lui-même pour se donner de la force. Ouais. Et il était heureux en Israël. Et d'ailleurs, vous avez retrouvé des carnets de grammaire aussi parce qu'il voulait vraiment apprendre parfaitement bien l'hébreu. En 3 mois. Il a appris en 3 mois parce que pour rentrer dans des unités d'élite, il faut être quand même bon en hébreu, très bon en hébreu. Et comme il voulait rentrer dans des unités d'élite, il est rentré chez les Tzantranim, les parachutistes.
Sainte ranime, effectivement, les parachutistes, qui est une unité combattante quand même très dure. C'est pas facile d'y entrer. Il a fait tous les tests et il a réussi avec brio. Exactement. Il nous a laissé des petits messages. J'étais avec Satan pendant des semaines, mais j'ai réussi, maman. Avec Satan, carrément. Ouais. Et il a voulu être commandant, d'ailleurs, aussi, je crois. Oui, aussi. Ouais. Et ça n'a pas fonctionné. Il était encore en questionnement, puisque les derniers temps, il avait pas mal discuté avec Sale Connexion, avec ses commandants, et il était encore en recherche. Ouais. Il ne savait pas exactement si ça allait continuer. En tout cas, dans cette unité parachutiste, il sait que c'est une unité de combat quand même qui se déploie sur le terrain. Mais lui, il disait « J'irai jusqu'à mourir pour mon pays ». Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Mais vous, quand il vous dit ça, vous n'imaginez pas que ça puisse être une réalité? Non, il était heureux, il avait toujours le sourire. Je l'ai eu le 6 octobre, il m'a dit « Maman, je m'ennuie. Je m'ennuie et je rentre bientôt dans 15 jours, j'ai fini. » Non. On n'imagine pas ça, il est heureux, il prévoit sa vie, il prévoit des voyages en Australie, parce que souvent, après le Maral, après 18 mois de guerre, d'armée en tout cas, il décide de partir et de se faire des vacances. Non, on n'imagine pas ça. On lui dit à demain. Alors, arrive ce funeste mois d'octobre 2023. Ça fait 1 an et demi que Élie Valentin est engagé au sein de l'unité des parachutistes de Tsahal. Il doit achever son service militaire dans quelques jours, puisqu'il devait finir en novembre 2023. Et la veille, donc vous le dites, vous l'avez au téléphone, il vous dit « Je m'ennuie, j'ai besoin de faire des choses ». En fait, c'est exactement ça qu'il vous dit. Ah oui, il me dit on fait rien. On fait rien. J'ai dit « Écoute, c'est pas grave. C'est Shabbat, vous allez profite. Arrête un petit peu, calme-toi. Prends ton temps. » Mais ça y va. Et donc le lendemain, il apprend qu'une infiltration a lieu dans un kibboutz du sud d'Israël, le kibboutz Be'eri, tout près de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour Valentin? Est-ce que vous avez eu des informations? Oh oui, j'en ai eu. On a fait beaucoup de rapprochements, parce qu'avec la langue, quelquefois, on a des traductions qui ne sont pas toujours les mêmes. En fait, c'est son Mefaket qui a appelé l'armée en disant « Il nous faut 2 hélicos ». 2 hélicos sont arrivés. Ils ont chargé, ils sont préparés. Ils devaient s'arrêter à Be'eri, sauf que l'hélico a été bombardé en plein vol. Ils ont réussi à tomber, ils ont réussi à sauver les pilotes et ils ont sauvé le village de Kfar Memon, dont le Rav Kling vient à chaque cérémonie de mon fils, parce qu'il le remerciera jamais assez. Ouais. Les terroristes étaient là, ils allaient rentrer dans le village. Ils sont pas rentrés. Ils sont pas rentrés grâce à eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué tous les terroristes avant qu'ils rentrent dans le village de Kfar Memon. Et ensuite, ils ont marché jusqu'à Be'eri. Donc moi, j'ai une photo de mon fils les bras levés dans l'hélico à 6h30 du matin. Il était heureux d'y aller. Il était heureux de vaincre. Il était heureux de se dire « Allez, on y va. On y va, on va faire quelque chose. Ça y est, on y est. » Même s'il avait eu beaucoup d'actions avant, à Jénine, etc. Mais là, c'était vraiment, il fallait. Il savait qu'il allait sauver des civils. Il savait que c'était important pour lui. Mais quand il vous envoie cette photo... Ah, mais je l'avais pas. Je l'ai eu après. C'est des éléments que j'ai eu après. Moi, le 7, j'ai même pas réalisé. J'étais à Paris pour voir mon père. Ma fille m'a appelé le matin en me disant « T'as vu ce qui se passe ?» Non, tout va bien. Il finit dans 15 jours, ils vont pas les envoyer. Je me suis même pas posé la question. Le 7 à la fin de Shabbat, oui, je me suis posé la question. Effectivement, donc il rentre dans le kibboutz Be'eri. Est-ce qu'on sait combien de vies, justement, au total, il a pu sauver, Élie? En tout, 200 personnes, à peu près. 200 personnes. Parce qu'ils ont, avec son unité, ils ont sauvé tout Kfar Memon. Mais il a surtout sauvé son peloton à la fin. La dernière maison. L'avant-dernière maison, ils étaient tous ensemble. Il leur a tous dit « Allez, on va s'en sortir ». Et il leur a tous tapé sur le front avec son geste. Le mental. Ouais. On y va. Ils sont arrivés à la dernière maison. Et puis, il a regardé son Mefakad qui voulait rentrer par devant. Il a dit « Non, moi, je la sens pas. On passe par derrière ». Il a pris 12 de ses frères, puisque ce sont tous des frères. Devant, ils s'explosaient tous. La maison était minée. Ouais. Donc il s'est confronté directement. Il a sauvé son peloton. Il s'est confronté directement aux terroristes. Il est allé derrière. Il s'est pris une balle dans le cou. C'est ce qu'ils vous ont dit après. Oui. En fait, le 7 octobre, j'ai eu, à force de recherche, j'ai eu les parents de Josh et puis j'ai eu Josh en direct le soir après Shabbat. Alors Josh, son meilleur ami. Alors juste par ordre chronologique, vous le matin, quand il se passe ce qui se passe en Israël, vous ne voyez pas tout de suite. Non, j'avais pas de télé. J'étais chez ma cousine, j'allais voir mon père. Non, j'ai vraiment réalisé que le soir, j'ai pas ressenti que mon fils n'était plus là. Ouais. Ma fille m'appelle, paniquée. Dès 7h30 du matin, j'ai dit, mais non, il n'y a rien, ma fille, il n'y a rien. Je ne pouvais pas imaginer ça. Ouais. Non.
Vous n'aviez pas encore vu les images Je l'avais eu le 6. Non, j'avais rien vu. Ils avaient pas... Ma famille n'avait pas de télé. Je suis allée voir mon père à l'hôpital. Bon, voilà. Non. Donc, il a été blessé, Élie Valentin. Vous avez tenté de contacter donc, le soir même son meilleur ami, Josh, hein, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Donc, il me dit, on est blessés tous les deux, mais Valentin plus. On est à l'hôpital. Quoi? Il me dit, je suis à l'hôpital. Je dis, oui, qu'est-ce que tu as? Donc, lui avait été blessé à la jambe, au ventre, au bras et un doigt en moins. Et puis là, je lui dis, et mon fils? Et là, il me dit, il a été touché à la tête. Et là, je lui dis, non, Josh, tu peux pas me dire ça. Et tout de suite après, il se rétracte. Il me dit, non, mais j'ai peut-être pas bien vu parce que je suis tombée en même temps que lui. Et en fait, c'est ses parents qui lui ont dit, tais-toi. Ah oui. Mais il le savait pas réellement. Il le savait pas puisqu'il était tombé. D'autres soldats l'ont su puisqu'ils ont essayé de le sauver. Il a tenu 20 minutes. Josh, quand il vous dit c'est la tête, en fait, vous dites la tête, c'est le plus important. Oui. Mais il me dit, il reste vivant. Bon. Alors, on se pose beaucoup de questions. Hein. On se dit, vivant comment? Vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, vivant? Est-ce qu'il arrive à devenir un légume? Est-ce qu'il a des jambes en moins? Est-ce qu'il est vraiment vivant? Est-ce qu'on va le récupérer? Est-ce qu'il a été emmené par les terroristes? On ne sait pas. On ne sait rien. Et pour vous, c'est ça aussi qui est difficile, c'est l'attente, puisque juste après ce coup de téléphone, c'est l'angoisse. Pour vous, l'armée ne vous appelle pas, les autorités ne vous appellent pas, vous ne savez rien. Je ne sais rien. Il n'était pas encore israélien. Il n'avait pas fait son alia. Il avait un numéro provisoire. Toute ma famille le cherchait dans les hôpitaux. On le trouvait pas. Ouais, votre neveu qui a fait le tour, je crois, de toutes les chambres d'hôpital. Ouais. Et on le trouvait pas. Et moi, ça commençait quand même à faire beaucoup. Avec son caractère, je me disais, s'il était vivant et un petit peu avec sa tête, il m'aurait appelé. Il serait débrouillé pour nous donner des nouvelles. Et puis on nous dit qu'il est encore là puisqu'on nous appelle pas. Donc on y croit quand même. Oui. Donc j'appelle ma fille, je lui dis écoute, je rentre à Montpellier, j'avais pas mon passeport. Trouve-moi une place sur Tel Aviv, sur Ben Gurion. Oui. Et elle me l'avait trouvé que le mercredi. À force d'avoir beaucoup d'aide, on est parti le 9 tous ensemble. Donc le 9, c'est le lundi. Le lundi matin que vous partez. On est parti par Marseille. Et là, on atterrit, on est dans l'atterrissage avec ma fille qui était à côté de moi, puisqu'on est parti avec mon ex-mari, ma fille et moi. Et je me mets à trembler comme pour l'accouchement. Je lui dis, écoute, ton frère est mort. Ton frère est mort, je le sais. Vous le ressentez? Oui, j'ai ressenti. On est arrivé, on a eu un certain nombre de personnes qui nous attendaient en bas, mais pas encore, on savait toujours pas. On est arrivé à 5h du matin. Il y avait mon neveu, justement, il y avait sa famille d'accueil, il y avait une cousine chez qui on est allé de suite. Tu sais, il a beaucoup combattu. Je leur dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je sentais de plus en plus, je disais, c'est pas possible. Non, on sait rien. Tant que l'armée n'est pas venue te voir, on va se débrouiller pour que tu les vois très vite. Puis le matin, on va dire, je me lève, mais on n'a pas dormi en fait. Je descends voir ma cousine, je la vois au téléphone. Elle parle de docteur. Et là, je suis devenue folle. J'ai dit, bon, qu'ils arrivent. Je savais qu'il y avait des militaires qui allaient arriver. Ouais. Ils sont arrivés. Je ne les ai pas entendus. Je me suis tapé la tête contre les murs. Évidemment. Vous êtes tombé dans les pommes? Oui, bon, ils sont venus m'hospitaliser. J'ai dit non. Et puis, il fallait que j'aide ma fille, mais je ne pouvais même pas. Elle était tétanisée. C'est-à-dire que vous avez ressenti que votre fils était parti, mais tant que vous ne le saviez pas, qu'on vous ne le disait pas, vous étiez... Comment une maman peut accepter... Voilà, on ne peut pas. On ne peut pas. Je le sentais. On l'a su vite en arrivant, 3 heures plus tard. Donc, Vous avez pu voir le corps de Élie? C'était une nécessité pour moi. Ça a été compliqué parce qu'il ne voulait pas. Ça ne se fait pas. Mais moi, j'étais obligée de lui dire au revoir. J'étais obligée. Donc, je l'ai vu juste avant, quoi, à Herzl. Le mont Herzl à Jérusalem, effectivement, là où a été enterré Élie Valentin. Vous avez pu compter, en tout cas, sur le soutien des Israéliens. C'est vrai qu'après la mort de soldats israéliens le 7 octobre, il y a beaucoup de monde qui sont venus dans les cimetières. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu tout ce monde arriver, des centaines, des milliers de personnes dans les cimetières? Déjà, dès le 7 octobre, on n'est plus là. Quand on a su, la vie s'est arrêtée. Mais malgré tout, il y a une telle solidarité, un tel amour. On a eu plus de 2000 personnes à l'enterrement et on avait tous les jours entre 500 et 600 personnes. Et alors,
C'est vrai qu'on est épuisé, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de témoignages, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui attendent 2 heures dehors, qui font 4 heures de route, juste pour nous dire « Vous êtes une héroïne ». Je dis « Non, c'est pas moi, c'est lui ». En fait, j'ai senti son corps en moi. C'était, je parlais pour lui. Et tout le monde me demandait son histoire et on répète, et on répète, et on répète. Toute la nuit, on a émis des horaires, mais c'était pas respecté. Et ils nous ont apporté tellement d'amour. Et ils nous apportent encore tellement d'amour. Je viens de faire son ascara. Le 30 août, il était à Montpellier. Coucou maman, dernier. J'arrive, je te fais la surprise avec son bouquet de fleurs. Ce 30 août, on a fait les 11 mois. 11 mois à présent que Élie Valentin nous a quittés. 11 mois de guerre aussi, Geneviève. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les événements, sur cette guerre justement qui se poursuit, ces soldats qui tombent très régulièrement. On l'a dit, donc plus de 700 soldats qui ont été tués depuis le 7 octobre dans le sud, dans le nord d'Israël. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous met en colère justement que cette guerre continue de durer? Bien sûr. J'ai des coups de poignard à chaque fois. À chaque fois, maintenant, j'ai peur d'allumer la télé, j'ai peur de regarder, j'ai peur qu'un soldat que je connaisse tombe, donc je leur apporte le maximum d'amour et de bienveillance. Ils m'entourent tellement, je suis en fait leur maman à tous. Et ils me le disent. Ils me disent, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'étais en Israël là, et jusqu'à la dernière minute, jusqu'à dans l'aéroport, j'ai eu des gens qui sont venus m'accompagner. C'est unique dans le peuple juif. Mais il y a nulle part ailleurs. C'est bien sûr que c'est unique. On ne peut pas comprendre. Je crois qu'on peut. C'est absolument impensable. Moi, on m'avait fait l'image, parce que j'étais venue plusieurs fois en Israël, on m'avait dit, tu sais, les Israéliens, c'est des figues de barbarie. Ils piquent dehors. Mais à l'intérieur, c'est que du miel. Il y a également malheureusement toujours 101 otages dans la bande de Gaza. On a entendu récemment le discours de la mère justement d'un des 6 otages qui ont été retrouvés, exécutés par le Hamas dans la bande de Gaza. Rachel Goldberg-Polin, la mère de Hersh Goldberg-Polin, qui lors des funérailles de son fils s'est dite soulagée en quelque sorte. Enfin mon garçon, tu es libre. J'imagine que vous comprenez mieux que personne ces paroles. Complètement, d'autant plus que j'avais pas compris au début. Bon, je l'ai su le jour de l'ascara de mon fils, mais dans ma tête, on récupérait des corps qui étaient plus là depuis un certain temps. Donc, je me suis dit, bon, ça y est, les parents vont récupérer quelque chose de leur enfant. Parce que certaines personnes n'ont récupéré qu'une dent. Et c'était une horreur. C'est le soir où mon cousin m'a dit, mais tu sais, ils ont été exterminés. Et là, j'ai presque, je peux pas dire que j'ai occulté mon fils parce qu'il est toujours en moi, mais j'ai eu un coup de poignard en moi. D'autant plus que Carmel, par exemple, était dans la maison où mon fils est tombé. Ouais. Et je me suis dit, et j'ai cru que mon fils me disait, ouais, j'ai pas pu la sauver. Je l'entends en moi, je l'entends. Et j'ai pas dormi pendant, je dors plus. Je dors plus. Et j'ai crié à tous les soldats, allez, courage, allez, on tient. Si vous tenez plus, faut le dire. Faites attention à vous, je vous en supplie. Vous êtes en lien justement avec les autres familles, Geneviève, les autres familles de soldats qui ont été tués, les autres familles d'otages. Est-ce que vous entretenez des relations avec elles? De plus en plus. Au début, on a eu du mal. Parce que je crois qu'on avait tous notre douleur et on ne pouvait pas supporter la douleur de l'autre. Là, par exemple, j'ai eu la famille de Benjamin Caillès qui allait se marier 3 jours plus tard, qui est venue à l'ascara. J'irai à la sienne. J'arrive pas à dire les mots, mais je vais le dire quand même. Les tombes qui sont à côté de mon fils. J'ai un monsieur qui, tous les vendredis, va allumer une bougie pour mon fils et qui me l'envoie. Et on lit des psaumes. J'ai un autre monsieur Chiche Portiche, qui a perdu son fils qui avait 4 enfants. On s'appelle tous les jours, on s'appelle très régulièrement. Voilà, oui, bien sûr, on a des liens. Il y a le problème de la langue pour certains, donc, mais juste avec le regard. Quelquefois, on se voit, ils viennent, ou à des cérémonies, on se regarde, on sait qu'on a la même souffrance. Et ces parents-là, j'imagine, je vis avec eux actuellement. Je vis actuellement. Moi, je peux pas dire que j'ai eu la chance, mais je l'ai récupéré, je l'ai vu. Oui. Il a pas eu il est tombé vite. Pareil qu'il avait le sourire. Ce qui le caractérisait, Élie Valentin. Aujourd'hui, Geneviève, vous habitez toujours à Montpellier. Est-ce que vous avez aussi envie de faire votre alia, de rejoindre la terre que Valentin avait choisie? Plus ça va, oui, bien sûr. Plus ça va, bien sûr. Quand j'arrive en Israël, bon, ça me le fait de moins en moins. J'ai l'impression de lui prendre sa place, parce que c'était son pays. Et à chaque fois que je repars, maintenant, c'est un arrachement. Parce que je le laisse, j'ai l'impression de l'abandonner. Donc oui. Après, je dis pas que c'est facile de faire son alia, mais je finirai très certainement en Israël, oui.
Alors, il y a beaucoup d'actions, en tout cas, qui sont menées aujourd'hui à la mémoire des victimes du 7 octobre et spécifiquement pour Élie Valentin. Depuis sa mort, c'est très intéressant aussi, puisque vous avez demandé cela, c'est qu'une loi a été votée en Israël et porte le nom, justement, de Valentin, qui permet de donner la nationalité israélienne à des étrangers volontaires tombés au combat. Et donc, Valentin Élie a été fait israélien à titre posthume. Le 15 novembre, oui. Et j'ai eu le député Yossi Tayeb qui est venu pendant la Shiva, et puis encore et encore. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit, c'est pas compliqué. Il est israélien, il faut qu'il soit israélien jusqu'au bout. Alors, pas compliqué en temps de guerre. Bon. Et il m'a dit, ok, je m'en occupe. 15 novembre, troisième lecture au Knesset. La loi est sortie à son nom, ça je ne le savais pas. Ouais. Et en plus, avec un effet antérieur, donc toutes les familles peuvent le demander, donc c'est un double honneur de me dire que j'ai pu faire ça et pour lui et pour les autres, parce que ce sont tous des héros. Et ceux qui sont partis, et les vivants, et les parents qui acceptent, qui se disent, qui amènent leur enfant à Gaza, et les parents de victimes qui souffrent le martyre. Israël est un pays de héros, en totalité. En totalité. Un pays de héros. Alors, il y a aussi ce Sefer Torah à la mémoire d'Élie Valentin. Alors ça, c'était aussi important pour vous et vous l'avez fait en partenariat, si je puis dire, avec Olami. Olami, c'était une organisation qu'Élie Valentin aimait beaucoup, fréquentait beaucoup. Il les fréquentait beaucoup. Ils sont toujours autour de moi, tout le temps. Viens quand tu veux au Shabbat, ne reste pas seul. Et l'an dernier, pour le Shabbat plein d'Olami qui s'est fait à Paris, le Rav Yann Arnoux me dit... Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Bah, tu viens et on va le présenter et on va lancer le projet. On a travaillé dessus. Alors, tout ce qui est informatique, tout ce qui est CE, je suis nulle, mais par contre, on a fait beaucoup d'échanges pour mettre les bonnes vidéos, pour que les gens le connaissent tel qu'il est. Dans la première sur le site, c'est Allô maman. Donc, je l'entends, je le vois, je revois le moment, je vis avec lui, en fait, tout le temps. Même si j'ai ma fille, elle le sait, on remplace pas l'un par l'autre. Quand on a 2 enfants à la naissance, et on ne remplace pas l'un par l'autre quand on en perd un. On peut encore faire un don si on veut participer justement à ce site est ouvert. Le site est ouvert. Donc c'est Élie Valentin, je crois. C'est Élie Valentin, oui. ElieValentin.fr, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, et Élie sans un E. Sans le E. Sans le E, effectivement. Alors, ce Sefer Torah, effectivement, on l'a dit. Et puis, un lieu de mémoire, apparemment, pour les victimes du 7 octobre à Montpellier. Est-ce que vous avez eu des informations du maire de la ville? Une plaque devrait être faite. Je ne sais pas quand, si c'est le 7 octobre. Je ne pourrai pas y assister parce que je serai en Israël, très certainement. On va trouver la date pour que j'y sois, oui. C'est important. Il y a une plaque qui a été mise dans une des synagogues à Montpellier il y a une quinzaine de jours. C'est important de poursuivre la mémoire. C'est important bientôt pour la Shoah. C'est important pour Auschwitz. C'est important de jamais les oublier. Jamais. D'ailleurs, vous parlez de Shoah. Beaucoup de survivants de ce qui s'est passé le 7 octobre disent qu'ils ont eu l'impression de vivre une deuxième Shoah. Vous l'avez aussi vécu comme ça? Complètement. Ouais. Et encore plus avec les 6 otages qui ont été exterminés. C'est monstrueux. On recommence jusqu'à quand? Merci beaucoup Geneviève, et vous restez à Paris jusqu'à, en tout cas peut-être que vous repartez, mais vous revenez au fin septembre, le 23 septembre pour le concert aussi de David Louski, production de Michael Zafran, qu'on embrasse s'il nous écoute ce matin. Ils sont extraordinaires. Vous serez présent, extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Geneviève Molina, merci d'avoir été avec nous sur Radio J. Un hommage ce matin à Élie Valentin Gnassia, 22 ans. Il a été tué le 7 octobre et on pense évidemment à tous ces soldats, tous ces jeunes qui avaient malheureusement la vie devant eux et qui ne sont plus là aujourd'hui. En tout cas, leur mémoire continue de vivre à travers différentes actions et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Nous sommes ensemble encore pendant quelques minutes avant de retrouver Léa Moscona.